Bienvenue à tous. Le Tchad retire la moitié de ses troupes déployées dans la zone des 3 frontières, une décision qui relance le débat sur la stratégie face aux groupes djihadistes au Sahel. Pour N'Djamena, il s'agit d'un redéploiement stratégique pour mieux s'adapter à l'organisation des terroristes. Cette décision intervient au moment où le G5 Sahel, mis en place pour une meilleure coopération régionale face à l'insécurité, tarde à atteindre sa vitesse de croisière dans ses opérations à cause notamment d'un manque de financement. Elle survient aussi quelques mois après l'annonce par la France d'une réduction progressive de ses forces dans le Sahel. Pendant ce temps, les attaques se multiplient dans le nord du Burkina, mais également au Mali et au Niger. Quelle stratégie militaire et autres face à des groupes armés de plus en plus audacieux? Réponse avec nos invités au cours des 30 prochaines minutes. Le G5 Sahel, mis en place en décembre 2014, est un cadre de coopération régionale avec 2 volets essentiels, la sécurité et le développement. Mais les attaques sanglantes menées par des groupes djihadistes, notamment au Mali, au Burkina et au Niger, continuent de faire la une de l'actualité. Et c'est dans ce contexte que le Tchad a annoncé le retrait de 600 de ses 1200 hommes déployés dans la zone dite des 3 frontières. Le point avec Nanit Talani. Le Tchad a fait cette annonce le 8 août dernier en évoquant un redéploiement stratégique pour s'adapter au mieux à l'organisation des terroristes, selon Abderrahmane Koulamala, porte-parole du gouvernement. Selon M. Koulamala, c'est une décision concertée de longue date avec le commandement du G5. On a voulu alléger le dispositif qui n'était pas adapté. Par rapport à la situation sur le terrain, il faut avoir une force mobile, d'où le retrait de certaines de nos forces avec les armes lourdes. Notre volonté politique de faire face aux djihadistes reste intacte, a-t-il affirmé. Un contingent de 1200 soldats tchadiens avait été déployé dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour lutter contre les groupes djihadistes dans le cadre de la force multinationale du G5 Sahel. Cette zone est, avec le centre du Mali, la plus touchée par les attaques djihadistes. Les morts, civils comme militaires, s'y comptent par milliers. Les groupes djihadistes y sont notamment affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique au Grand Sahara. Le ministère français des Armées a confirmé que la décision tchadienne a été prise en parfaite concertation avec les partenaires du G5 Sahel ainsi que de la coalition pour le Sahel dont la France. L'Hexagone, très impliquée dans la lutte anti-djihadiste dans la région, a annoncé elle-même récemment la réduction progressive de ses effectifs militaires au Sahel d'ici la fin de l'année. Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera le passage à un nouveau cadre, c'est-à-dire la fin de l'opération Barkhane en tant qu'opération extérieure, pour permettre une opération d'appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent, et de la mise en œuvre d'une opération militaire et d'une alliance internationale associant les États de la région et tous nos partenaires, strictement concentrés sur la lutte contre le terrorisme. Ce retrait se fera au profit d'un dispositif allégé de 2500 à 3000 hommes contre les quelques 5000 qui composaient la force Barkhane amenée à disparaître. Quant à la réduction des soldats tchadiens, une source malienne au ministère de la Défense a assuré, sous couvert d'anonymat, que N'Djamena avait d'abord officiellement informé le Mali de ce réajustement et que le processus de retour des soldats au Tchad était bien coordonné. Voilà, merci beaucoup Nanit. Et nos débats pour nos invités donc pour ce débat de Paris, nous avons Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector Network, toujours dans la capitale française, Sedi Kaba, auteur, chercheur sur le terrorisme dans le Sahel,
Et à Dakar, le professeur Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Alors, Bakary Samb, justement, après l'annonce par la France de la réduction de ses forces dans le Sahel, c'est au tour du Tchad, un maillon essentiel du G5 qui en tout cas annonce la réduction de sa présence militaire. S'agit-il d'un changement tactique face à un ennemi imprévisible sur le terrain ou doit-on y voir autre chose ? Merci. Certains seraient tentés de dire que sécurité bien ordonnée commencerait par chez soi-même. Le Tchad a rappelé ces troupes-là dans un contexte où on note des intentions de désengagement, notamment des puissances occidentales les plus importantes dans la région, la France. Et dans un contexte où la zone des trois frontières est en proie à des attaques terribles, touchant même d'autres pays comme le Niger, comme on l'a remarqué récemment. Maintenant, cela repose toujours la même problématique. Est-ce qu'un pays peut indéfiniment déléguer ou sous-traiter sa sécurité? Est-ce que la force conjointe du G5 Sahel fonctionne réellement? Est-ce que les moyens sont là, mais aussi la formation et la capacité? Mais c'est un ensemble de questions qu'on se pose aujourd'hui dans un contexte assez difficile quand même, où on voit quand même que la France est partie pour être de plus en plus isolée sur ce terrain sahélien, si l'on en croit les signaux qui lui viennent d'Afghanistan, avec ces puissances qui seront de moins en moins engagées sur ces terrains-là. Mais pour le cas du, pas très facilement. Pour le cas du Tchad, le Tchad est membre du G5 Sahel, qui est un peu différent. Oui, absolument. Le Tchad est, oui, dans l'ossature. Le Tchad est la colonne vertébrale depuis Serval et puis depuis tout cela. Mais je crois qu'aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas dû aux rivalités internes au Tchad ou au sein même du camp Déby? Il y a des repositionnements. Est-ce que ce n'est pas dû non plus à la recrudescence des attaques? Parce que le Tchad a un autre front, à part le front sahélien, qui est le front du bassin de la Tchad avec le Boko Haram. Donc, toutes ces questions sont là sur la table. Maintenant, la grande question qui se murmure, est-ce que le Tchad aurait fait ça à l'insu de Paris? Ça aussi, c'est une question qui peut se poser si l'on sait le soutien de Paris au régime actuel au Tchad. D'accord. Alors, Niagalé, lorsque la France annonçait il y a quelques semaines la fermeture de certaines de ses bases, beaucoup se disaient quand même que les pays de la région et le G5 allaient en échange renforcer leur présence militaire. Alors, au-delà des explications stratégiques de N'Djamena, est-ce que les groupes armés sur le terrain pourraient y voir un autre message? Je pense que le cas du Tchad est très particulier dans la mesure où l'arrivée de ce fameux contingent de la force du G5 Sahel a mis des années à se matérialiser. Le président défunt Idriss Déby a été extrêmement habile, il a été extrêmement stratège et a très chèrement et très longuement négocié le déploiement de ce contingent qui n'a été déployé à Terra, au Niger, que quelques semaines avant sa mort. Et on ne peut pas donc considérer qu'en dehors des tristes performances en matière de violation des droits de l'homme, notamment des viols qui ont été commis par certains soldats tchadiens sur des petites filles ou sur des femmes enceintes, l'arrivée de ce contingent tchadien avait changé la donne. Cela n'a rien à voir avec l'engagement tchadien aux côtés de la force Serval en 2013. C'est le premier élément. Le deuxième, comme Bakary vient de l'expliquer, c'est la situation interne du Tchad qui combat sur plusieurs fronts. Bien sûr, celui de la lutte contre les ex-groupes affiliés à Boko Haram, mais également les rébellions internes qui ont justement cherché à renverser le régime du président Déby et qui sont désormais plutôt réfugiés du côté de la Libye. Le dernier élément qui me paraît important de mentionner, ce sont les dissensions actuelles qui existent au sein du G5 Sahel, puisque, comme vous le savez, après la mort d'Idriss Déby Itno, un comité militaire a été mis en place avec à sa tête le fils d'Idriss Déby et les
les autres membres du G5 Sahel essaient d'obtenir que la présidence exercée par le Tchad ne le soit plus par ce pays en raison de la qualité militaire de ses autorités. Demande qui est également extrêmement pressante du côté de la France. D'accord. Alors, Sédic, est-ce qu'on ne devrait d'ailleurs pas se demander où se trouve la force G5 Sahel sur le terrain, puisqu'on entend parler que des armées nationales qui sont souvent victimes d'embuscades dans toutes ces attaques qui ont lieu dans cette région des trois frontières? Oui, la question est tout à fait pertinente, mais je crois qu'il faut dire à la décharge des autorités tchadiennes que dans l'organisation de la force conjointe du G5 Sahel, il est prévu 3 fuseaux. Le fuseau ouest qui concerne la Mauritanie et le Mali, le fuseau centre qui concerne le Niger, le Burkina et le Mali, et le fuseau est qui concerne le Niger et le Tchad. L'arrivée du contingent tchadien dans la zone des 3 frontières est un acte de solidarité, comme il a été rappelé, sur insistance de la France et à la demande des autorités du G5 Sahel, le Tchad a consenti de quitter le fuseau est pour venir renforcer le fuseau centre. C'est ainsi que les 1200 soldats ont été envoyés et aujourd'hui, il n'en reste que 600. Cela dit, la question que vous avez posée est tout à fait pertinente. La force du G5 Sahel, une de ses faiblesses, c'est qu'il n'y a pas de contingent spécifique de la force du G5 Sahel. Ce sont des contingents nationaux qui sont dédiés à la force du G5 Sahel et qui travaillent à la fois pour la force du G5 Sahel et pour les armées nationales. Or, cette double tâche fait que souvent, les capacités opérationnelles et l'efficacité de ces forces est remise en cause. Mais il est important de dire que la création du G5 Sahel a permis au moins d'acter la question du droit de poursuite. Parce que jusqu'avant la création du G5 Sahel, quand le Niger poursuit des djihadistes, il s'arrête à la frontière du Mali. Et aujourd'hui, avec cette création, il y a un droit de poursuite de 50 km automatique qui est exercé. Et de ce point de vue, on peut considérer qu'il y a un progrès. Mais la faiblesse des moyens, l'absence de mobilisation du soutien international financier a fait que cette force n'est pas encore opérationnelle et les djihadistes arrivent à se jouer de l'inefficacité de ces forces pour frapper, se replier au Niger, frapper le Niger pour se replier au Mali. Justement, Bakary Samb, y a-t-il un problème de coordination entre les armées sur le terrain? La zone des 3 frontières est certes vaste, mais on a vu beaucoup de vidéos récemment circuler, des vidéos certes non authentifiées, d'hommes armés à moto se regroupant avant de lancer leur assaut. Est-ce qu'il y a un problème de coordination ou de renseignement? Oui, il y a une belle coopération au niveau du G5 Sahel, mais comme on le dit très souvent, comme l'a dit Sédic tout à l'heure, c'est une force qui est en train de se structurer, qui n'a pas encore toutes les capacités qui lui permettent d'être vraiment opérationnelle et encore moins les moyens logistiques sur le terrain. Le Tchad, le leadership tchadien est un leadership de fait, de partout au regard de ce que le Tchad a pu faire lors des combats au Mali, etc. Mais aujourd'hui, il y a un véritable problème de coordination. Bien qu'il y ait un général à la tête de cette force-là, je ne vois pas trop quelles sont les tentatives, ou en tout cas les réflexions stratégiques autour de la coordination. Le problème qui est le plus souvent souligné, c'est le problème de l'insuffisance des moyens, de l'insuffisance des acteurs et des hommes sur le terrain. Donc c'est une force en constitution qui fait face à une menace en perpétuelle évolution dans une zone qui est identifiée comme étant la zone de la future reconstruction ou du futur redéploiement après Barkhane. Donc nous sommes dans ce méli-mélo-là et il n'y a pas une véritable lecture claire de la situation du leadership malgré la désignation d'autorités militaires à la tête de cette force-là. Et je crois que l'annonce du départ de Barkhane a dû mettre certains états-majors sécuritaires de la région dans une forme, pas d'impasse, mais en tout cas l'effet surprise de cette annonce-là a dû désorganiser un petit peu le dispositif et au moment où il n'y a pas eu une véritable organisation effective de ces forces qui, rappelons, ne sont pas encore totalement constituées, souffrent de manque de moyens, aussi bien financiers que logistiques. D'accord. Et selon vous, Niagalé, qu'est-ce qui manque à l'efficacité de la réponse militaire face à ces groupes qui semblent de plus en plus confiants?
Il me semble que la principale faiblesse de l'approche militaire, à la fois internationale et nationale, est qu'elle n'est pas ancrée dans une compréhension approfondie du contexte local. On applique des solutions qui sont issues d'entraînement, de formation, inspirées des doctrines développées par les puissances occidentales, notamment depuis le 19e siècle, le début du 20e siècle, ou dans le cadre des guerres d'indépendance, puis ensuite dans le cadre des doctrines contre-insurrectionnelles, ensuite éventuellement dans le cadre de la formation au maintien de la paix, et tout cela est transmis aux armées nationales, non pas depuis seulement 8 ans, mais en réalité depuis des décennies. Et on s'aperçoit que les armées sahéliennes étaient d'ores et déjà totalement impréparées dès 2012. Donc ce qui manque, c'est avant tout des approches opérationnelles, des stratégies et des tactiques qui soient adaptées aux complexités de l'environnement local. D'accord. Alors, Cédric, je voulais aborder cette question avant d'aller en pause. Cette semaine, Amnesty International a sorti un rapport disant avoir identifié des armes de fabrication serbe aux mains des groupes armés. Mais en fait, ces armes ont été vendues au gouvernement de la région, comme au Burkina Faso. Est-ce que, avec ces multiples revers sur le terrain, les armées de la région ne sont pas en train indirectement d'armer ces groupes ? C'est tout à fait exact. Une partie essentielle de l'armement détenu aujourd'hui par les groupes armés a été récupérée lors des attaques contre les forces régulières. Souvent, les forces ont dû abandonner l'ensemble des moyens, notamment les postes avancés qui étaient très isolés, qui ont dû faire face à la puissance de fait des groupes djihadistes, ont abandonné les armes, elles ont été récupérées. Et aujourd'hui, l'armement est à peu près égal entre les forces de défense régulières et les forces armées. Ce qui aurait fait la différence, c'est la composante aérienne. Si les armées avaient développé... Cette composante aérienne. La composante aérienne n'est pas présente. Et c'est ça la faiblesse aujourd'hui, une des principales faiblesses des interventions des forces armées régulières qui n'ont pas de mobilité, la mobilité suffisante pour pourchasser le groupe armé lorsqu'il procède à des attaques. D'accord. Alors, voici quelques commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous avons Oumarou Zada à Tanga et au Niger. Il nous dit la stratégie face aux djihadistes au Sahel, c'est de mettre fin aux opérations des Occidentaux. C'est la seule solution qui nous permet de bien contrôler nos pays. Ali Konaté à Bamako écrit « Les dirigeants doivent chercher les stratégies pour donner du travail à la jeunesse, sans quoi le phénomène prendra de l'ampleur chaque jour dû à la pauvreté des familles dans le Sahel. » Et puis Largasek est à Dakar, il nous dit « Le G5 sans le Tchad ferait difficilement face à la menace des djihadistes. » Et il est clair que N'Djamena aura tendance à retirer ses forces en vue de sécuriser son propre territoire. Voilà, donc merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop vient d'effectuer une visite ici à Washington. Dans un entretien accordé à notre confrère de VOA Bambara, Modibo Dembélé, M. Diop a évoqué la nécessité pour les pays occidentaux d'appuyer le G5 Sahel dans sa lutte contre les djihadistes. Voici un extrait de cet entretien. N'est pas une donnée qui est propre au G5 Sahel, même si les États du G5 Sahel sont aujourd'hui en première ligne dans le cadre de cette lutte. Mais bon, vous savez que le terrorisme, même dans la dimension dans laquelle nous la connaissons, est arrivé chez nous suite à l'effondrement de l'État libyen, suite à une intervention occidentale qui n'a pas été bien pensée, qui n'a pas été bien exécutée, et où il n'y a pas eu de service après-vente, comme un de nos chefs d'État l'a indiqué. C'est ce qui nous a amenés dans cette situation. Donc c'est une donnée qui est globale, au Moyen-Orient, ailleurs, les groupes sont liés. Donc maintenant, tout dépend de l'approche qui est en place. Les États du G5 Sahel aujourd'hui dépensent plus de 20%. Au Mali, ça fait au minimum 23% de notre budget national qui est consacré aux dépenses de sécurité et de défense. Et ceci vient naturellement au détriment de ce qu'on aurait pu mettre dans l'éducation, dans la santé, dans l'eau potable qu'on peut apporter à nos populations. Donc c'est des sacrifices importants, mais nous souhaitons que les autres pays puissent nous aider. Les pays du G5 Sahel d'ailleurs ont demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'encore une fois, la communauté internationale a une responsabilité particulière par rapport à ce qui s'est passé en Libye et ses conséquences sur nous. Donc ils ont cette responsabilité morale de répondre à nos demandes. On a souhaité que la force conjointe du G5 Sahel puisse bénéficier d'un financement des Nations Unies et pour que le financement soit prévisible et pérenne. Et nous avons aussi souhaité que ceci soit sous le chapitre 7. À ce jour, malheureusement, nous n'avons pas de réponse, mais il y a une obligation morale de la communauté internationale de travailler avec les États membres pour faire face à cela, parce que le défi et le fléau auquel nous faisons face, nous ne sommes pas aidés à faire face. Cela met en cause la stabilité et la prospérité de l'ensemble de la région. Il y a des pays aujourd'hui autour de nous qui enregistrent des taux de croissance qu'on envie et dont la stabilité peut être menacée. Voilà, et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. De Paris, Niagale Bakayoko, présidente de l'African Security Sector, et toujours depuis la capitale française, Sedi Kaba, auteur et chercheur sur le terrorisme dans le Sahel, et à Dakar, Bakary Samb, directeur de Timbuktu Institute. Alors, Bakary Samb, comment est-ce qu'on peut investir dans les zones où les groupes armés ont pignon sur rue? Beaucoup s'accordent à dire que la solution militaire à elle seule ne suffit pas. On a vu l'exemple de l'Afghanistan. Bakary? Il est vrai qu'aujourd'hui, les États sont dans un dilemme en voulant régler cette crise multidimensionnelle avec ses aspects politiques, sachant que le portage politique est chez certains mouvements et le portage maintenant, la force militaire en tant que telle est engagée par les djihadistes, avec la Katiba Massina de Peul, la Katiba de Serma, mais aussi la Katiba du Bourma par le Jinim qui est en train de frapper ces derniers temps le Niger. Et devant cette problématique-là, on s'est rendu compte que la solution militaire n'était pas viable, n'était pas suffisante. Je ne dis pas qu'elle est inutile, mais qu'elle est insuffisante. Mais il y a un blocage, il y a des blocages au niveau psychologique, même je dois dire, ou stratégique, au niveau des partenaires occidentaux et européens qui s'entêtent à ne pas parler aux communautés, alors qu'il y a des légitimités historiques qui sont là. Comment expliquer le fait qu'aujourd'hui, des personnalités complètement allochtones, comme Abdul Hakim al-Sahraoui ou bien Abou Wal al-Sahraoui, arrivent dans cette zone à engager des milliers de peuls contre leur propre communauté et contre leur propre pays. C'est-à-dire qu'il y a un entêtement à ne pas voir la réalité locale, comme l'a dit Niagale, en voulant imprimer des stratégies pensées et conçues ailleurs, en négligeant tout cet imaginaire, les nostalgiques du djihad, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Mali est complètement acculé, le Burkina Faso, dans le Tori, dans le Fadam Gourma, et la situation s'enfonce et on s'entête
dans des solutions préconçues, malgré les quelques démarches de co-construction. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait véritablement un autre dialogue. On parle souvent du dialogue avec les terroristes, mais je crois qu'un dialogue est nécessaire entre les pays sahéliens et les partenaires européens et occidentaux pour la redéfinition des stratégies selon les réalités locales, en quittant tous ces storytelling et toutes ces stratégies pensées ailleurs qui ne collent pas du tout avec les réalités du terrain. Alors Bakary Sam, vous me tendez la perche. Sédic, faut-il négocier avec les groupes armés et sur quoi? Je pense que là, il ne faut pas totalement exclure la discussion avec le groupe armé. J'ai souvent l'habitude de prendre, pour exemple, ce qui s'est passé en Afghanistan, où après 18 années de guerre intense et impitoyable, les Américains ont dû s'asseoir à Doha avec le groupe armé. Au Sahel aussi, il faut voir s'il y a des personnalités qu'on peut identifier. Il a été notamment esquissé la possibilité de discuter avec les nationaux, puisque comme on sait au Sahel, le terrorisme s'est aujourd'hui beaucoup endogénisé. Les dirigeants de Katiba s'appellent Mamadou, Traoré, Koulibaly. Donc ceux-là sont des nationaux avec lesquels on peut discuter plutôt, et qui ont des agendas locaux. On peut discuter de leurs revendications parce que souvent, les revendications portent sur des questions de développement, sur des questions de justice sociale, sur des questions d'abandon par les États d'une partie de leur territoire. Donc il y a des espaces de discussion qui sont possibles. À côté, il y a des irréductibles sans doute qui ont un autre agenda que celui de développer la région à laquelle ils appartiennent ou les communautés auxquelles ils appartiennent. Ceux-là, on peut envisager un autre type de solution, mais la solution de la discussion est nécessaire puisque pour l'instant, le tout militaire et le tout sécuritaire n'a pas donné les résultats qu'on nous avait annoncés, qui étaient promis par cette démarche-là. Alors, Niagalé, tout le monde donc semble s'accorder sur le fait que la solution militaire à elle ne suffit pas, mais ces groupes veulent l'instauration de la charia dans des États laïques et multiconfessionnels. Comment peut-on s'entendre sur un agenda commun? Je pense qu'il est important de se rendre compte qu'aujourd'hui, la situation sur le terrain va sans doute aboutir à effectivement la renégociation d'un contrat social de nature différente en fonction des espaces de gouvernance qui ont été conquis par différents groupes armés et qui échappent à l'autorité de l'État. Il y a bien entendu des zones contrôlés par les différents groupes djihadistes, qu'ils soient affiliés au GSIM ou à l'État islamique. Mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier qu'il y a aussi les zones contrôlées par les groupes signataires de l'accord de paix et de réconciliation pour le Mali. Donc, la question des négociations devra être envisagée en fonction également de la façon dont les espaces de gouvernance et d'autorité se sont reconstitués. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'il existe aussi un certain nombre d'acteurs politiques qui se réclament d'un islam politique conservateur de nature non violente, qui mettent également en avant un modèle de société fondé effectivement sur la charia, mais qui propose également d'avoir une approche beaucoup plus morale en termes de mœurs, beaucoup plus sociale en termes d'intervention. Et il y a la nécessité d'accorder de l'importance à cette offre politique alternative qui est en train de prendre une très grande importance dans certains pays, notamment au Mali. Alors nous aurions bien aimé poursuivre la discussion. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum, un sujet sur lequel nous allons certainement revenir très prochainement. Merci à mes invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent et sur notre site voaafrique.com et également sur notre page Facebook. Je n'oublie pas toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.